Ok. Mets-toi sur le bon truc. Ouais, c'est bon. Salut à tous, c'est Steve Savio dans le 1330. Ça y est, je suis là. Et qui c'est qui est revenu? C'est Sacha Bayal qui est enfin. Alors, et bien sûr, il est dans le contre-jour, mais il est aussi de retour de vacances. Et ça, c'est cool. Ouh, ça y est, petit mouvement latéral. C'est bon. Anti-contre-jour, c'est très joli. Non, ça n'a rien changé, mais c'est pas grave du tout. On arrive à te deviner, à deviner ta partie tétale. Comment tu vas? Ça va, ça va. Je me suis bien reposé pendant les vacances. Et puis, il ne fait pas que pleuvoir en Bretagne, il y a aussi du Voilà, soleil. on avait tous envie de savoir où tu partais. Et maintenant, tu nous as donné l'information, ça nous a fait plaisir. C'était bien alors? Ouais, c'était top, la baignade, la plage et le soleil breton. Et j'ai entendu même parler d'un coup de soleil breton. C'est Oui, il ça? paraît. Il paraît que ça existe. Ok, aujourd'hui tu reviens encore plus fort pour nous parler de Rust, les fondamentaux. Ta ta ta. Et voilà. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, j'ai déplacé la caméra, le setup est tout bien et tout net. Là, on est au top. C'est bon, on est arrivé. Et en plus, je me suis rasé. Donc là, on est bien. Ça, on va pouvoir démarrer sous les meilleurs auspices sur cette techno Rust dont on a tous envie de savoir. Mais quels sont les fondamentaux, Sacha Bayol? Nous te posons la question. Attention, accroche-toi. C'est parti. Salut, attends, attends, je dis bonjour au chat. Ouais, Parce que maintenant, il est bonjour sur le l'autre chat. écran, le chat. Alors, il faut que je fasse tout ça avec ma tête. On dirait Nick Fury dans le premier Avengers. Et je dis bonjour à Aztec191 et à Monsieur Soutien qui est toujours là pour son soutien. Merci à toi. Vas-y, ah, oh, attends, il faut que j'appuie sur le bon bouton. Sinon, on voit pas les slides. C'est bon, on voit les slides. C'est parti. Nickel. Du coup, ouais, aujourd'hui, je vais vous parler de Rust. Donc, c'est un langage qui existe depuis 2010, enfin, qui a commencé à apparaître en 2010. Ça a été développé principalement par Mozilla Research et il y a eu un gros apport de la communauté. Et ensuite, se sont accrochés Microsoft, Amazon aussi et Google. Donc, c'est un projet qui est vraiment porté par beaucoup de grands acteurs du numérique. Ah, tout le monde est là, là. Euh, oui, c'est ça, ouais. Enfin, ça marche bien et puis ça a beaucoup d'avantages que je présenterai un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que c'est un langage qui est principalement fait pour faire des applications en CLI, du WebAssembly par exemple, comme on pourrait faire du C Sharp sur alors Blazor WASM par exemple. Mhm. On peut aussi faire pas mal de systèmes et réseaux. Donc, je pense que c'est vraiment son domaine où il est le plus utilisé avec les systèmes embarqués. Donc, par exemple, on peut faire tourner du Rust sur une Raspberry Pi. Ça a l'avantage d'être un langage ultra performant et assez simple à prendre en main une fois qu'on a compris les grands concepts. Et pour le coup, l'autre avantage de ce langage, c'est que c'est un langage qui est multiparadigme. Donc, pour le coup, on va pouvoir faire de la programmation procédurale comme on pourrait faire avec du C. Donc, pas mal pour tout ce qui est du coup système et réseau, enchaîner des commandes, etc. Mhm. Il y a un petit peu d'objets à l'intérieur que je vous montrerai un peu plus tard via l'utilisation de ce qu'on appelle des traits ou des structures. Et ça a été beaucoup inspiré du coup par la programmation fonctionnelle. Donc, on va avoir par exemple tout ce qui est système de result sur des opérations qu'on peut faire. Donc, pour permettre de la gestion d'erreurs un petit peu plus différente, on va dire, de ce qu'on pourrait avoir sur du C++ ou sur du C Sharp. Et on a une autre partie, du coup, alors j'ai mis model actor parce que c'est pas mal mis en avant, du coup, par Rust, un peu comme ce qu'on a en Go actuellement. En fait, c'est un concept qu'on a dans le multithreading. Et pour le coup, ça permet en fait de faire communiquer différents threads ensemble en évitant au maximum d'utiliser la mémoire partagée. Donc, dans le cadre d'applications performantes, c'est très pratique de l'avoir mis en place. Ok. Donc, ce que je disais, c'est beaucoup porté par la communauté. Un autre avantage qu'on peut avoir aussi, c'est le gestionnaire de package qui est offert par Rust, donc qui s'appelle Cargo, qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait avoir avec un NPM. Donc, on va avoir un peu la configuration globale du projet avec ce qu'ils appellent des crates, donc, qui sont un peu comme des modules dans notre projet. On aura aussi tout ce qu'on appelle du coup des dépendances dans un fichier. Et là, on va lister par exemple toutes les dépendances dont on a besoin, donc des librairies externes avec des numéros de version, avec à peu près la même syntaxe que sur un package JSON.
Un gros avantage aussi quand on commence, du coup, c'est le compilateur de Rust. En fait, ce compilateur-là, quand vous allez faire du code, il va vous remonter toutes les erreurs et à chaque fois, il va vous donner des exemples de déjà qu'est-ce qui va pas et Ouais, comment faire pour résoudre le problème, plus des liens vers de la documentation pour résoudre ce même problème. sympa. Et du coup, j'en viens à la documentation, qui est pour moi, je crois, une des meilleures documentations pour un langage que j'ai connu. Parce que, en fait, vu que c'est vraiment porté par la communauté, c'est une documentation qui est mise à jour très, très fréquemment, avec beaucoup, beaucoup de démonstrations par l'exemple. Et on a à la fois une documentation un peu facile à prendre en main, qui est sur un des liens que j'ai mis à la fin avec du coup des thématiques sur lesquelles on peut s'entraîner. Et après, on a une documentation très exhaustive. On va pouvoir chercher par mots-clés des librairies et ensuite Ouais. avoir accès à la doc pour chaque librairie. Donc, très sympa. Quand on a touché à la documentation Java, ça change la vie. Euh, donc, quelques chiffres. Alors, Rust, c'est pas le langage le plus utilisé, mais j'ai pris le sondage Stack Overflow. Mhm. Mais pour le coup, c'est le sondage le plus aimé par la communauté sur Stack Overflow. Ouais. Euh, c'est parce que je pense que du coup, vu qu'il y a cette émulation auprès de la communauté, vu qu'ils essayent de mettre en place des concepts assez sympas dans le langage, il y a vraiment enfin, une envie de participer. Et c'est ce qui doit vraiment jouer sur l'appréciation que les gens en ont. Ce que j'avais vu en cours la première fois qu'on m'a parlé du Rust, c'est cette matrice-là. Donc, sur les ordonnées du langage le moins performant au plus performant, et sur l'abscisse du langage avec le plus de risques de mémoire, au, enfin du moins de risques mémoire au plus de risques mémoire. Donc, les risques mémoire, ça va être par exemple oublier de désaluer une variable, Ouais. faire une double allocation, enfin tout ce qu'on peut avoir par exemple en C. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que Python, qui est un peu dans l'idée, ressemble un peu au Rust en fait, parce qu'il y a un peu les mêmes choses, il y a un peu de fonctionnel, il y a un peu d'objets, etc. Lui sera très très safe côté gestion de la mémoire, mais en performance, il sera vraiment en deçà et on se trouve souvent chez Python en fait des compilateurs qui vont permettre de transformer du code Python justement en code Rust ou en code C. Ouais. D'accord. À côté de ça, le Rust, lui, il a mis différents mécanismes en place. Donc, le compilateur, en fait, il fait des checks sur justement les problématiques mémoire au moment de la compilation, donc qui nous protège de plein de soucis qu'on pourrait avoir. Et en termes de performance, il est plutôt très bon parce que pour le coup, en fait, on enlève toute la partie garbage collector qu'on peut avoir sur du C# ou du C++ par exemple et via un mécanisme que je présenterai un peu plus tard. Et ça permet en fait de faire gagner beaucoup de perf au langage. Et à la fin, on a le C qui est ultra performant, mais si on le maîtrise mal ou si on fait une seule erreur, on peut se retrouver avec des gros problèmes derrière d'allocation mémoire. Oui, c'est touchy. Euh, c'est un peu touchy le C. Et pour le coup, ça touche un peu aux mêmes choses qu'on pourrait avoir sur du Rust, donc avec de la Mhm. programmation système par exemple, ou même de la sécurité. Donc, du coup, en fait, le langage Rust, ils ont mis un mécanisme de ownership sur les variables qui permet du coup de ne plus avoir de garbage collector. D'accord. Et en fait, il y a différents concepts. Donc, là, ce qu'on peut voir, tu vois ma souris. Je vois ta souris. Ok. Donc, par exemple, tout à gauche, on a le move. Donc, c'est le fait de dire qu'on va stocker un bloc mémoire dans une variable. Et ensuite, une fois qu'on déplace ce bloc mémoire dans une autre variable, la variable précédente, donc dans le cas du S, cette Mhm. variable-là, en fait, ne sera plus utilisable par la Ah ouais. suite. Ok. Donc, ça permet justement d'éviter de travailler avec deux endroits différents sur le même bloc de mémoire. Hmm. Mais l'intérêt d'une variable, c'est pas justement de pouvoir être réutilisée à plusieurs endroits? Alors, on peut la réutiliser dans le cas où on va du coup avoir le mécanisme de copie. Après, le truc, c'est que si
réutilise cette variable-là, en fait, on va être confronté à des problèmes de mutabilité. Et en fait, généralement, enfin, plus ça va, plus on essaye de dire d'éviter au maximum la mutabilité, car quand on fait du code mutable, on a beaucoup de problèmes de debug pour Hmm. savoir quel endroit on a modifié telle ou telle variable, sachant que cette variable est impliquée à plein d'endroits différents, ça peut vite être très très compliqué. Après, ça ne nous empêche pas en fait de pas stocker S dans B, de mettre S en tant que variable mutable, donc Mhm. on fait un truc qui s'appelle mute, et de modifier S successivement. Mais une fois qu'on a déplacé S dans B, on peut plus y toucher. Mhm. C'est- Maintenant, en fait, on a notre B et on est plutôt tranquille à ce moment-là. Ok. Après, on peut du coup éviter le move et le problème de justement se retrouver avec une variable qu'on peut plus modifier par la suite en utilisant du coup la copie. Donc là, ça va copier directement les blocs mémoire dans un autre espace mémoire. Donc là, on aura deux valeurs dans deux espaces mémoire différents. Mhm. Et la deuxième valeur sera du coup la copie de la première, ce qui fait qu'indépendamment, en fait, on va pouvoir modifier chaque valeur. Et ça, pour le coup, ça va consommer un petit peu plus de mémoire de faire ces actions-là. Parce que le fait du coup, de copier tout un bloc en mémoire dans un autre, c'est plus lourd, on va dire, que Ouais. de le différencier directement un bloc mémoire et de travailler dessus. Et c'est là où c'est la partie un peu plus fun, du coup, Attends, c'est attends, alors. reviens. Oui, je Reviens sais pas avant. comment. En arrière. Ah! C'est C'est bon. compliqué là. Oui, c'est bon. Comment ça se fait que ce sont les mêmes syntaxes du coup comment on fait pour savoir qu'on a utilisé le move plutôt que le copy et inversement? Parce qu'en fait, le copy, du coup, on a des types qui vont implémenter copy. Et D'accord. si le type implémente copy, en fait, c'est une copie par défaut. Sinon c'est un D'accord, d'accord. move. Ça va être le typage du i qui fait que c'est C'est ça, copy. D'accord. c'est ça les types primitifs comme les entiers ou les floats. Ils implémentent copy directement. Et on peut implémenter copy, du coup, sur des structures, par exemple. Et ce qui nous permet justement de pouvoir faire cette action de copier les valeurs. Ok. C'est un peu Merci. ce qu'on peut retrouver sur, par exemple, les structs en C Sharp, où là, on Mhm. va copier directement. C'est un type valeur, en fait. Donc, on va pouvoir le copier d'un espace mémoire à un autre. Ok. Du coup, maintenant, on a le mécanisme de borrowing. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre au début, celui-là. Bromir. Euh, le mécanisme de Seigneur des Anneaux. Et, et du coup, en fait, ça va être le fait de dire, tiens, j'ai une variable. Tu peux y accéder en lecture sans pouvoir pour autant la modifier. Mhm. Et on peut en fait passer cette variable. Alors, c'est utile dans les fonctions. Par exemple, on a une fonction sum. On va vouloir dire bah, je prends A et B. Et en fait, dans les paramètres de cette fonction sum, on n'a pas forcément envie de copier les valeurs de A et B, vu que en fait, on ne va pas les modifier A et B, on va retourner un résultat à la fin, mais A et B resteront intacts. Donc pour le coup, dans ce cas-là, on va dire on va emprunter une référence aux variables A et B qu'on a passées en paramètres. Mhm. Et on va juste lire les données qui sont dans A et B. Donc, du coup, ça nous enlève toute la partie copie qui prend de la perf. Ouais. Du coup, on lit ces valeurs-là et ensuite on retourne un nouveau résultat. Et le retour du résultat, du coup, ça sera une nouvelle valeur. Et A et B, en fait, n'auront pas été modifiés. Par exemple, on peut accéder en lecture seule à une chaîne de caractères, la passer en paramètre d'une fonction. Et si on sait que dans tous les cas, on ne modifiera pas cette chaîne de caractères, ça nous fait gagner bah, pas mal de temps du coup sur le programme. Ce qu'on voit ici avec le petit flocon de neige, c'est que là, on est sur. Alors, S, c'est le scope courant d'une fonction. Donc, on va dire c'est la fonction main. Mhm. Ensuite, j'initialise une chaîne de caractères qui a pour valeur hello. Je vais avoir une fonction R qui va prendre en paramètre cette chaîne de caractères, donc via l'emprunt en lecture seule de la chaîne de caractères.
pendant tout le temps on est dans la fonction, le scope parent, lui, il peut pas toucher à cette chaîne de caractères. Et c'est seulement la fonction qui a emprunté cette chaîne de caractères qui peut y accéder. Et une fois qu'on est sorti de la fonction qui a utilisé cette chaîne de caractères, en fait, le scope parent, lui, va pouvoir reprendre la main sur la variable qu'il a prêtée à la fonction R. Ok. Et ensuite, on a le mutable borrow. C'est un peu sur le même principe que le borrowing classique, sauf que là, on va pouvoir modifier le contenu qui est dans la variable mutable. Mhm. Donc, par exemple, je reprends toujours l'exemple de la somme. On va avoir une fonction qui s'appelle sum1, donc qui va rajouter 1 à une variable. Sum1, en fait, elle va prendre en paramètre une variable qui est avec le préfixe emut ici. Mhm. Elle va pouvoir déréférencer, un peu comme en C, la variable via un pointeur, dans le cas où c'est un integer, par exemple. Ensuite, elle va pouvoir rajouter 1 à cette variable. Et elle n'aura même pas besoin de retourner de valeur, Mhm. parce que du coup, c'est la variable qu'elle La a pris en variable elle-même qui paramètre était qui faite. aura Mhm. été incrémentée. Ok. Euh, alors, du coup, on peut, là, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut dire qu'un type emute est ensuite downgradé en et tout court. Donc, on peut transformer un mutable en immutable. Par contre, on peut pas, par exemple, dire que ça, je le montrerai un peu plus tard dans le code, ça sera plus simple à expliquer qu'à l'oral. Ok. Je le montrerai un peu plus tard. Ici, du coup, j'ai mis des sources, donc Oui. avec la documentation très bien faite du langage et un Git qui s'appelle Rustlings, et en fait, qui permet de suivre la documentation qu'on a en ligne en faisant des exercices au fur et à mesure par concept. Donc, très intéressant. Et en plus de ça, on a de l'aide en fait sur chaque exercice qu'on n'a pas réussi à faire, nous indiquant comment le résoudre. Mhm. Je vous mettrai les liens dans le replay, dans les commentaires du replay sur YouTube. Ok. YouTube. Est-ce que c'est le moment où on passe un peu à la démonstration et où il faut que j'appuie sur F4? C'est bon? Oui, c'est bon. Bim, F4. Y a rien là? Ça y est, je ne Ça suis vient, plus à ça vient. l'antenne. Ouhou. Alors, tac. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est un petit projet qui est assez standard. Un projet de guesser, en fait, où en gros, on va dire la machine génère une valeur aléatoire. Le programme va générer une valeur aléatoire et il y a des inputs successifs de l'utilisateur. On va dire si si la valeur donnée par l'utilisateur est supérieure, égale ou inférieure à la valeur qui a été déterminée par le programme. Et dans le cas où c'est égal, on termine le programme et on dit félicitations, vous avez trouvé la valeur. Hmm. Et donc on Donc, voit que là tu utilises ça directement dans Visual Studio Code. oui, On est en une compatibilité sans problème. ça marche super bien. Alors pour Visual Studio Code, il y a un pack d'extensions pour Rust. Mhm. Moi, j'utilise du coup Rust, mais dans Windows Subsystem for Linux, WSL. Et Mhm. en fait, on peut faire tourner Visual Studio Code dans WSL et je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser Rust dans un environnement Linux. Donc, c'est pour ça que je l'ai installé. Donc, on a le Rust Extension Pack là qu'on voit qui est déjà installé. Ouais. Et on a aussi Rust Analyzer. Donc, lui, il va en continu regarder notre code et nous dire si on a fait des erreurs de syntaxe, ce qu'on peut améliorer, etc. Ouais, intéressant. Donc, du coup, très simple, un peu comme je compare beaucoup à JavaScript, le gestionnaire de package, mais c'est vrai que il y a un petit air. Alors. Tac. Là, je vais créer un nouveau projet. Je vais Carrément. appeler MyGuesser. Ensuite, on utilise code qui est la commande pour ouvrir un nouveau projet dans VS Code. Mhm. Hop. Et ici, ce qu'on voit, c'est que du coup, Cargo a généré un fichier qui s'appelle cargo.toml.
Donc, Ouais. avec le nom du projet, le numéro de version, l'année d'édition et des dépendances qu'on peut rajouter par la suite. On a un répertoire qui s'appelle source. Donc, main, ça va être le code qui est exécutable avec un point d'entrée dans la fonction main. Et ensuite, on peut rajouter à côté de ça des fichiers, par exemple un fichier lib.rs. On va avoir du code qui n'est pas exécutable directement, mais qu'on peut référencer ensuite dans d'autres projets. Puis on peut facilement créer en fait des projets style librairie avec Cargo. Et on peut aussi très facilement rajouter des tests. On peut rajouter des tests comme ça. Test main. Ok. Et par exemple, imaginons, je vais faire une autre fonction. On va l'appeler Mhm. give one. Donc, Vas-y. qui retourne un U8 et qui returne 1. Et là, on fait test give one. Alors ça, je trouve que pour le coup, ils ont super bien joué leur coup parce que en fait, l'intégration des tests unitaires est super bien faite. En fait, Ouais. c'est très simple de les utiliser. Il y a une commande cargo qui est faite pour. Enfin, ça marche Ouais, tu bien. n'as pas besoin d'une surcouche d'un outil C'est ça. parallèle, hein. Ok. Et là, du coup, si je fais, alors je vais zoomer un peu. Si je fais cargo test, Mhm. il va prendre les tests et on voit les tests qui sont passés D'accord. assez bien pour le coup. Là, quand tu es en Euh, train de me parler de tests, je pense tout de suite à Azure DevOps, possibilité de rejouer les tests directement dans une chaîne d'intégration. Est-ce que tu mhm. sais si on a la possibilité, depuis Azure DevOps, de pouvoir compiler ce genre de projet-là? Alors, je n'ai jamais fait sur Azure DevOps. Après, j'imagine qu'il faut un agent Ouais, de j'imagine aussi. préférence basé sur du Linux et avec, à mon avis, ça doit exister parce que sur Azure, déjà, il y a. Ouais, quoique sur Azure, je sais même pas s'il y a une intégration directement pour faire tourner du Rust. Je sais pas, je donne ma langue au chat. Peut-être sur GitHub Action. Ok, oui, possiblement, ouais. Ok, ok. Bah, écoute, je te remercie et puis on aura peut-être la réponse pour une fois prochaine. Euh, du coup, on va afficher un joli message Welcome to Guesser. Euh, Tac, ce qu'on veut, du coup, c'est un nombre qui est généré aléatoirement par la machine. Mhm, Donc, let guess number. Et alors, une particularité sur le Rust, c'est qu'on a aussi beaucoup de librairies qui sont pas directement dans la standard library. Donc, l'équivalent de la standard library, ce serait la librairie système en fait qu'on pourrait avoir sur du C Sharp. Ça on ne l'a pas. Et ils ont fait ce choix-là parce qu'ils se sont dit, c'est selon eux mieux de rajouter seulement ce dont on a besoin en cas particulier. Donc, par exemple, la génération de nombres aléatoires, on n'en a pas forcément besoin sur tous les projets. Et du coup, en fait, Cargo nous permet de référencer ces dépendances de cette manière-là. Donc, là, on a une dépendance qui s'appelle Ren. Et ici, ensuite, avec VS Code, on va pouvoir sélectionner la dernière version de la dépendance. Il nous l'installe directement vu qu'on a l'extension qui va bien. ouais. Et Merci pour le follow, Capitaine Vortex. Ah oui, pardon, on avait une question. Tu utilises Rust ou quelle forme? WebAssembly, CLI, et ensuite une exclamation, je vois. Alors, moi, j'utilise Rust seulement pour m'amuser pour l'instant. Je sais qu'un collègue de travail, lui, utilisait pour faire une web API et avait fait des comparaisons avec .NET Core en C Sharp et avait vu que du coup, on pouvait faire tourner je sais plus combien de fois plus de sessions utilisateurs en même temps sur la web API en Rust que sur du web API en .NET. Donc ça peut être un des cas d'utilisation. Moi, j'utilise vraiment pour m'améliorer dessus. Je fais beaucoup d'exercices au quotidien, des katas, etc. Et après, dans le cadre professionnel, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est ultra démocratisé.
Donc, on n'a pas de mission pour l'instant sur du Rust, à ma connaissance. C'est vraiment plus ouais, pour s'amuser, pour découvrir des nouveaux concepts. Voilà. Et voilà. Euh, du coup, Alors, tac, donc, la génération de ton nombre aléatoire. ouais. Euh, tac. Et j'ai plus. Ah, c'est ça, c'est gen. On a le même mécanisme qu'en C++, la même syntaxe pour spécifier un namespace. Ouais. Donc du coup, ça nous évite en fait euh, tac, d'avoir directement un using à chaque fois qui nous importe tout le namespace. On peut prendre que ce dont on a besoin sur un namespace donné. Hmm. Et du coup, ici, on peut utiliser une syntaxe de range. Donc, en gros, ce qui va faire ici, c'est nous générer. C'est nous générer un nombre aléatoire qui va de 0 à 100 inclus. Si j'enlève le égal ici, ça fait 0 à 100 exclu. Et le 0 est toujours inclus. Donc, on a différents types de loops en Rust. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire une boucle qui va tourner tant que l'utilisateur n'a pas trouvé la valeur qu'on veut deviner. Mhm. On a la loupe la plus simple, c'est une boucle infinie. Donc, ça nous évite de faire des while true. Et pour le coup, là, on peut faire par exemple une lecture d'une entrée utilisateur. Donc, on va déjà instancier un buffer. Hop, je Euh, profite que tu respires pour te oui. poser une autre question. Monsieur Soutien qui nous dit: J'entends souvent les gens comparer Rust et Go. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je sais que c'est un peu employé dans les mêmes cas d'utilisation. Après, je ne suis pas trop calé en Go, j'en ai jamais fait. Donc, mais apparemment, c'est ouais, c'est vraiment sur les mêmes cas d'usage. Donc, ça m'étonne pas, c'est tout ce que je peux dire. Ok, vas-y, tu Euh, peux, tu peux reprendre ta respiration maintenant. yes. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire qu'on va lire dans l'entrée stdin une ligne. Donc, une ligne, c'est une entrée utilisateur terminée par la touche Enter. Mhm. Et on va stocker ça, du coup, là, on peut voir ce dont je parlais tout à l'heure, la notation emute, donc l'emprunt en mutabilité d'une variable. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va stocker du coup l'entrée utilisateur dans la chaîne de caractères guess. Et après, on a aussi la possibilité, à cet endroit-là, d'afficher un message si jamais on a eu un souci au moment de la lecture de l'entrée utilisateur. Ce qui est le expect ici, c'est rendu possible par le type tResult qui est retourné par readline. Je vais le montrer ici. Tac, je vais le faire en plusieurs parties, ça sera plus lisible. Ici, on a le guess result. Ça, c'est voilà, le guess result. Alors, le result, en fait, il a deux génériques. Le premier générique, c'est le retour en cas de succès. Donc, je crois que sur le readline, c'est le nombre de bytes qui ont été lus par le stdin. Et error, du coup, c'est le type de l'erreur qu'on va avoir en retour. En Rust, on peut choisir d'ignorer les erreurs en mettant un point d'interrogation. Ce qui va avoir pour effet en fait de faire paniquer. Alors, le mot-clé vraiment c'est panique. Ça va dire que c'est une erreur qui va casser le système et qui va faire que le programme ne pourra plus fonctionner. Donc, on a deux types d'erreurs. On a les types d'erreurs qui sont du coup utilisés via panique. Donc, où là, on dit que c'est fini, on fait plus tourner le programme. Et on a les types d'erreurs qu'on va pouvoir gérer. Mhm. Donc là, par exemple, on peut dire que si jamais on a une erreur ici, au moment de la lecture de l'entrée utilisateur, on peut utiliser expect. Et expect, en fait, ce que ça va faire, ça va afficher un message d'erreur avant de paniquer. Donc, comme ça, on va avoir un petit message avant que le programme s'arrête en disant on a eu un problème pour lire votre entrée utilisateur. Tac.
Donc, du coup, là, on a stocké l'entrée utilisateur dans la variable mutable guess. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est avoir le résultat sous forme d'un nombre. Ce qui m'amène à vous présenter la partie shadowing de variable. En Carrément. fait, en Rust, on peut redéfinir une variable euh, ainsi que son type de cette manière-là. Donc là, pour l'instant, guess, c'est une chaîne de caractères et ça va très bien comme ça. Mais après, on peut dire que guess, c'est un U32, donc un unsigned integer 32. Et la variable du coup guess qui est là ne sera plus utilisable. En fait, ça sera celle-ci qui prendra le pas sur la précédente. Donc, l'idée maintenant, c'est de dire que ce qu'on fait, c'est un parsing de guess. L'inférence de type qui est utilisée en Rust. Donc, par exemple, si on dit que guess c'est un U32, ici, si on fait un guess pour un parse, en fait, il va être automatiquement déterminé que le type de retour du parse doit être U32. On va transformer une chaîne de caractères en U32 dans ce cas-là. Ok. Je vais faire un trim avant le parse. Le trim, il va nous permettre d'enlever le caractère de retour à la ligne à la fin de l'entrée utilisateur. Et ensuite, on va utiliser du pattern matching. Et ce pattern matching là, il va nous permettre, dans un cas, de récupérer le type la valeur quand ça fonctionne, donc le OK. Et dans un autre cas, quand ça ne fonctionne pas, euh, par exemple dire on n'a pas pu lire votre entrée clavier et du coup il y a une erreur et on recommence la boucle au début à la ligne 10. Donc là ce que je vais faire c'est afficher hmm, une valide guess par exemple et ensuite je fais un continue pour continuer la boucle. Maintenant j'ai la valeur qui a été rentrée par l'utilisateur donc l'entier. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est comparer du coup l'entier qui a été récupéré avec l'entier qui a été déterminé de manière aléatoire au début du programme. Donc ici, on utilise la fonction. Alors, c'est une fonction. Oui, c'est ça, c'est la fonction CMP. Euh, alors, ça, je crois que ça s'appelle member function pour en Rust, les méthodes en fait des, euh, des types. Et en fait, le CMP, il va nous permettre de retourner trois énumérations. Euh, tac. Ordering less, ordering equal et ordering greater. Et en fonction de ça, on va pouvoir dire, bah, par exemple, si c'est la valeur qui est entrée moins, bah, on dit too low. Euh, non, lower than yes number. Dans le cas où c'est au-dessus, on met greater. Et là, on va dire du coup si c'est bon, si c'est equal. Hop. Bravo. Greet. Et à ce moment-là, on fait un break pour arrêter la boucle. Tac. Et c'est là où c'est la panique. Et en fait, là, il nous dit, Panique. c'est la panique. Là, il nous dit, bah, justement, ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, compare, il n'a pas besoin de copier la valeur, en fait, le nombre guess number, parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est lire cette valeur-là et la comparer à une autre valeur. Donc, Mhm. ce qu'il nous dit là, c'est justement l'avantage du compilo. En fait, c'est une erreur de compilo, ça, hein. Et ce qu'il nous dit là, c'est eh bien, pourquoi pas utiliser l'emprunt par référence en lecture seule. Et c'est ce qu'on va faire du coup. Sympa d'avoir Et ces petits, tes petites aides intégrées ça aide, directement. ça aide vraiment pas mal. En design time, c'est pas mal. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a tout ça, on va peut-être afficher. Alors,
une fois que l'utilisateur on a récupéré le guess, on va faire un petit println pour dire you enter this value. On peut directement faire de l'interpolation de la valeur guess en mettant entre accolades guess ici. Et en fait, ça va faire you enter this value, par exemple, 3. Mhm. Et, tac. Et normalement, c'est le moment où se lance l'effet démo. Ah, Euh, enfin. Depuis le temps qu'on fameux attendait effet ça. démo. Tac. Tac, du coup, je vais mettre 4. Colors and guess number. Ouais. Ok, c'est l'effet démo. Println, nanana, guess. String, imagine. Je... Attends, pourquoi? C'est entre 1 et 4 que tu cherches, c'est ça? Euh, C'est entre 1 et combien ah tu oui, cherches? non, mais c'est l'effet démo. Non, mais c'est moi en fait. C'est moi Ouais, l'effet démo. c'est ça. Le mec est Euh, fada, le c'est pauvre. ça. Heureusement que je suis là. Tac, voilà. Et Bim, merci Steve. 15. Et du coup, là, on a bien obtenu la valeur attendue. Euh, du coup, je pense que c'est bon pour cette partie-là. Je peux parler aussi très rapidement d'un truc qui est archi sympa en reste, c'est le mécanisme de macro et après j'arrêterai là. Ok, Euh, montre-nous. du Les coup, les macros. macros. Ça fait En fait, longtemps que j'ai les pas. macros, ça nous permet de faire de la génération de code, tout simplement. C'est rigolo d'avoir une structure qui s'appelle dog pour un truc qui est macro. Hop Oh, là! j'aurais dû mettre fiche, c'est ça? Attends. Ouais, cette blague vous est offerte par Bien CSDI. Euh, du coup, ici, on peut créer. Alors, je vais commencer une implème de macro, mais j'ai oublié comment la faire, donc je vais faire un truc simple. J'ai créé une macro qui s'appelle sum. Mhm. Et en fait, ici, on va pouvoir construire du code euh, à partir alors, d'un ensemble d'expressions, de statements, etc. Attention, une petite Euh, question. mhm. Question. Est-ce qu'un loop c'est un while mais sans condition? C'est ça, ouais. C'est un loop, c'est un while infini en fait. Joli. Je peux. Alors, je vais juste présenter vite fait les blocs. J'ai oublié le nom exact, mais on a les loops comme ça. Donc, for i in 0 à 10. Ça, c'est pour faire Mhm. une boucle incrémentale de 0 à 10. On a le while i inférieur à 0. Là, il n'est pas content parce que j'ai pas initialisé i. Tac. Hey, le mec, il On a n'utilise pas ça. is. On a autre chose. On a les if. Donc, 1 est inférieur à 2. Après, on peut faire un else if 2 est inférieur à 3 ou euh, un else comme ça. Et ensuite, du coup, on a les matchs que j'ai montrés tout à l'heure. Donc, par exemple, on va faire sur un type option. Donc, un type option, c'est une valeur qui est c'est une variable qui contient soit une valeur, soit rien du tout. Mhm. Donc, par exemple, un sum de integer. Il contient, dans ce cas, une option sur un zéro. Et on peut faire, du coup, un match de sum. Et là, du coup, c'est un sum de la valeur à l'intérieur. Donc, par exemple, je vais juste mettre la valeur comme ça ou un none. Et là, du coup, je fais rien. Je vais pour rien faire. Je sais plus comment faire. Ah oui, c'est ça. Pour rien faire, c'est ça. Tac. Ensuite, on a pour directement unwrap les valeurs qui sont à l'intérieur de sum. On peut faire ça. On peut dire if let sum de n est égal à sum. Là, on pourrait essayer directement n sans faire appel un- à du pattern matching. Et on peut aussi faire un while let sum de sum. Et dans ce cas-là, on fera une loop tant qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la variable sum. Tac. Donc, il y a pas mal de choses qu'on retrouve dans Mhm. d'autres langages. La seule chose qui diffère un peu, c'est le if let et le while let. Du coup, ça se base sur les optionnels. Euh,
Et du coup, pour en revenir à cette histoire de macro, donc en fait, une macro, la syntaxe qu'on a généralement, c'est, enfin systématiquement même, c'est le point d'exclamation en fait après le nom d'une fonction. Là, on Mhm. pourrait penser que c'est une fonction, mais en fait, c'est une macro. Et en fait, derrière, ce qu'on voit, c'est si on fait un contrôle-clic gauche ici, on voit comment c'est déclaré. Donc, par exemple, là, pour créer une macro, on a plusieurs façons d'en créer une, mais la plus simple, c'est celle-là. C'est macro rules. Et en fait, ici, on va dire, pour println, par exemple, si je fais un println avec rien à l'intérieur, en fait, je vais faire un print avec juste un retour à la ligne. Mhm. Et ensuite, ici, ça nous permet de déterminer une liste d'arguments variadiques. Donc, j'ai plus la syntaxe, je crois que c'est un statement euh, ou un expression tree. Enfin, on va se dire que c'est des arguments. Et en fait, l'étoile à la suite, ça va spécifier que c'est un nombre infini d'arguments de Ouais. 0 à n. Donc, par exemple, là, j'ai fait un sum. Donc, ce sum-là, en fait, je peux l'appeler de cette manière-là. Sum 0, ça va me retourner. Euh, ça, c'est un sum 0. Ça va me retourner 0. Et là, je peux faire un sum other. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va. Hop, tac. Il va du coup faire la somme Mhm. de tous les éléments qui sont ici, donc Ouais. avec l'infinité d'éléments. Et après, on a d'autres façons d'en générer. On peut créer par exemple des vecteurs. Test est égal à avec comme ça. Donc, les macros, on peut avoir différentes syntaxes. On n'est pas obligé d'avoir des parenthèses. On peut avoir des accolades ou des crochets. Et Mhm. là, par exemple, ça va initialiser par inférence un vecteur, donc un tableau, on va dire, sur une liste d'entiers unsigned. Enfin, si, plutôt signés. Enfin, voilà. Donc, pas mal de choses intéressantes à voir en Rust. J'espère que du coup, ça vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup C'était intéressé de vous le présenter. très, très, très bien. Oh, que c'est joli ça. Ça me Bien touche. placé, dis donc. Alors, de ce que je comprends, on peut faire beaucoup de choses en Rust qu'on voit aussi ailleurs, mais on va avoir comment dire, des gains notamment en performance du fait d'une meilleure allocation des variables de la mémoire, tout ça. C'est bien ça que j'ai compris? C'est ça, on a plus de latitude sur ces actions-là. Et on a aussi un très gros gain, du coup, sur la non-utilisation d'un garbage collector. Hmm. Euh, Même si on a plusieurs modes d'utilisation du Rust, alors toujours sans garbage collector, mais on peut avoir deux types d'utilisation. On a le Rust safe et le Rust unsafe. Et là, pour le coup, le Rust safe, on est vraiment très très bloqué par le compilateur. Il va nous dire, par exemple, pour tout ce qui est allocation, utilisation de pointeurs, c'est vraiment très très standard et on peut pas se sortir des clous. Et à contrario, le Rust unsafe, il nous laisse beaucoup plus la main sur l'allocation mémoire et on Ouais, peut faire joujou avec d'autres trucs. ok. Eh bien, c'est intéressant. Et j'ai des gens qui font du bruit à côté de moi. Quand je vais sortir, ça va être leur fête. Je vais les déchirer. Merci beaucoup, Sacha. C'était très, très intéressant cette présentation de Rust. Et vous serez peut-être triste d'apprendre que la semaine prochaine, il n'y aura point de 13h30 parce que je suis en vacances, dis donc. Je suis en vacances encore la semaine qui vient. Mais la semaine d'après, on a le grand retour de Lionel Dimitrievitch avec la suite de GraphQL. GraphQL contre-attaque. Ça va être dingue. Donc ce sera le mercredi 31 août. 31 août, dernier jour du mois d'août. Truc de dingue. Je n'oublie pas, Sacha, de mettre à disposition les deux liens que tu me montres. Là, je les mettrai dans la présentation du replay qui va arriver bientôt d'ici une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Ok, Merci à tous et les amis sur le chat. Très intéressant. Merci beaucoup, nous dit Monsieur Soutien. Merci de ton soutien. Allez, salut. merci. Ciao.